Un soir de janvier 2005, il pleut sur la capitale londonienne. Amy a l'habitude de se rendre dans les bars de Camden, le quartier branché. Une fois de plus, elle va y noyer son ennui. Son label lui met la pression pour qu'elle enregistre rapidement un deuxième album, mais elle n'a jamais su travailler sur commande. Elle attend l'inspiration. Depuis la sortie de l'album Frank, Amy Winehouse est devenue une figure de la nuit londonienne. Elle y fréquente d'autres musiciens comme Pete Doherty et connaît presque tout le monde ici. Quand Blake débarque au Good Mixer, Amy le remarque immédiatement. Il est chic, élancé, charismatique et porte un chapeau qu'il ne quitte jamais. Ils boivent un verre, puis deux, puis d'autres, qu'ils ne comptent plus. Blake Fielder Civil se présente comme un réalisateur de clips. En réalité, il est surtout toxicomane. Héroïne, cocaïne, crack, tout y passe. Quand il sourit, Amy remarque qu'il a une dent en moins, et ça la fait littéralement craquer. Pendant 6 mois, ils ne se lâchent plus. Leur relation est passionnelle, destructrice. Blake est le bad boy qu'elle attendait. Il est tellement fascinant. Elle le suit dans tout ce qu'il fait. Ce qu'il ressent, elle veut le ressentir aussi intensément que lui. Et elle se met aux drogues dures. Et elle y prend goût, évidemment. De son côté, Blake a trouvé en Amy un moyen de financer sa toxicomanie. Podcast Story. 6 mois plus tard, à l'été 2005, Blake disparaît et retourne avec son ex-petite amie. Pour l'entourage d'Amy, c'est une bénédiction. Le junkie est enfin parti. Pour elle, c'est un abandon, une blessure à laquelle elle n'était pas préparée. Amy sombre, et elle se retrouve seule, triste et désormais accro aux drogues dures. Enfant, Amy est déjà difficile. Bruyante, agitée et sensible, sa mère la surnomme Hurricane Amy, Amy la tornade. Son second surnom, c'est Nuge, un mot yiddish qui veut dire quelque chose comme repousser les frontières. Elle grandit dans la banlieue de Londres entre son grand frère Alex, sa mère Janice et son père Mitch. La musique, c'est l'ADN de toute la famille. De génération en génération, tous sont amateurs de jazz, en commençant par sa grand-mère maternelle. Son père se rêve en Sinatra ou en Tony Bennett. Mitch a d'ailleurs une belle collection de disques qu'Amy écoute en boucle. C'est ainsi qu'elle fait son apprentissage de la musique, en mémorisant les paroles et la rythmique. La seule chose qui semble la calmer, c'est, disent ses parents, le jazz et les chansons de Mary Poppins. Son père n'est pas souvent là, et cette absence la ronge. Ce n'est d'ailleurs plus un secret pour personne, Mitch mène une double vie, et c'est pour ça qu'il déserte souvent la maison, pour être avec la dame du travail de papa. Quand Amy a 9 ans, Mitch quitte Janice. Le cocon familial explose. Amy se sent responsable du départ de son père. Elle imagine que son comportement difficile ou ses caprices sont à l'origine de sa fuite. Elle se réfugie auprès de sa grand-mère qu'elle admire tant, Cynthia, qui l'inscrit à l'école de théâtre Susie Earnshaw, où elle se rend chaque samedi pendant 4 ans. Elle perfectionne son éducation musicale et apprend à danser. Quant à Mitch, il déménage à quelques rues du domicile. Il n'est plus à la maison, mais quand Amy le voit, elle en profite mieux. Dès ses 12 ans, Amy se met à écrire tout et n'importe quoi dans un carnet de bord. Elle noircit des pages. Ça lui passe les nerfs quand elle vient de se fâcher une nouvelle fois avec sa mère, ou qu'elle s'est fait renvoyer de l'école parce qu'elle est arrivée en mini-short. Un jour, elle tombe par hasard sur une annonce vantant les mérites d'une école privée d'art scénique à Londres. Là-bas, on apprend le théâtre, la danse et le chant. C'est exactement ce qu'elle veut faire. Elle envoie sa candidature. Nous avons retrouvé sa lettre de motivation qui résume à elle seule la personnalité d'Amy. Sincère, déterminée et à fleur de peau. Tout est là. Écoutez. J'ai ce rêve d'être très célèbre, de travailler sur la scène. C'est l'ambition de toute ma vie. Je veux que les gens entendent ma voix et simplement qu'ils puissent oublier leurs problèmes pendant 5 minutes. Je veux qu'on se souvienne de moi comme d'une actrice, d'une chanteuse, de mes concerts, avec des salles remplies jusqu'à Broadway.
Je voudrais juste être... moi. » Le jury est évidemment conquis. À 13 ans, Amy intègre la Sylvia Young Theatre School avec une bourse à la clé. Mais 3 ans plus tard, ses tenues, son piercing au nez et son comportement inapproprié exaspèrent ses professeurs. Elle est renvoyée. Cette même année, elle a donc 16 ans. Son ami de toujours, le chanteur pop Tyler James, la présente à son label, qui cherche une chanteuse de jazz. La voix d'Amy est inimitable. Le label Island Universal la signe et lui offre son premier contrat d'enregistrement. Malgré tout, Amy reste fragile. Le divorce de ses parents, le fait de voir sa mère souffrir sans rien pouvoir y faire, c'est lourd à porter. À 12 ans, elle avait déjà commencé à se scarifier. Aujourd'hui, elle fait des crises d'anorexie. Elle avale tout et n'importe quoi avant de se faire vomir. On lui a prescrit des antidépresseurs. 2003, l'année de ses 20 ans, marque la sortie de son premier album, Frank. Amy y écrit la quasi-totalité des musiques et des textes. Elle y règle ses comptes avec les hommes, ceux qui l'ont déçue, comme son père. Elle y raconte aussi la fin d'une histoire d'amour dont elle s'est lassée avec le journaliste Chris Taylor. Entre mélodie jazz, pop, soul et hip-hop, l'album est un succès. Il est certifié double disque de platine. C'est le début de l'exposition médiatique. En interview, elle ne mâche pas ses mots. Elle est authentique comme sa musique. Son style vestimentaire s'affirme. Après s'être longtemps cherchée, elle emprunte dorénavant le look et les codes de ses idoles des années 50. C'est surtout celui de sa grand-mère Cynthia qui l'inspire, jusque dans la mèche de cheveux décolorée qui lui tombe sur le visage, et son eyeliner grossièrement tracé en forme de virgule. La version d'Amy est sans doute plus trash, plus punk, plus dépravée, transgressive. Un an plus tard, c'est la rencontre avec Blake. Dans ses bras, elle pense avoir trouvé celui qui pansera toutes ses blessures. Mais quand il la quitte au bout de 6 mois, c'est la chute libre. Nick Szymanski, son producteur, suggère une cure de désintoxication avant qu'il ne soit trop tard. Amy accepte sans trop y croire. Le jour même, après un unique entretien avec un médecin qui ne lui plaît pas, elle en revient. Rehab, qui ouvre l'album Back to Black, raconte cette histoire de désintox qui n'a jamais eu lieu. Amy se met au travail. Ça l'aidera à penser à autre chose. Elle écrit Back to Black, qu'on pourrait presque entendre comme Back to Blake. À juste titre, elle dit de cet album qu'il l'a aidé à digérer son histoire d'amour avec Blake. Début 2006, elle débarque à New York pour travailler avec Mark Ronson, jeune DJ et producteur. Mais en plein enregistrement, elle apprend la mort de sa grand-mère adorée. Amy s'effondre. L'album Back to Black sort et c'est un immense succès. Amy reçoit un Brit Award pour la meilleure artiste féminine et une nomination pour le meilleur album anglais de l'année 2007. Quelque temps plus tard, le single arrive sur le marché américain. L'album suit rapidement et remporte un succès immense. Il reste plusieurs mois au sommet des classements. Amy est une star couverte de gloire, d'argent, beaucoup d'argent. Et qui revient? Blake, bien sûr. Le couple se marie en mai et s'envole pour Miami en voyage de noces. Amy est comblée. Elle dit de Blake qu'il est son double, qu'ils se comprennent jusque dans leurs blessures. Leur passion est toxique. Ensemble, ils replongent dans la drogue. Amy s'enferme, introuvable un jour, incapable de chanter le lendemain. Les concerts s'annulent les uns après les autres. Le 6 août 2007, Blake la retrouve inanimée chez elle. Coma. Blake panique, essaie de la mettre sur le côté mais n'appelle pas les secours. À la place, il contacte Juliette Ashby, son amie d'enfance, qui prend la situation en main. Amy est hospitalisée. Son corps ne supporte plus les drogues qu'elle s'injecte ou sniffe tous les jours, sans parler de l'alcool à haute dose. Elle est squelettique. Ses bras et ses jambes sont couverts de coupures et d'échymoses, stigmates de ses violentes disputes avec Blake et de ses chutes qui la laissent parfois inconsciente pendant des heures. Amy doit absolument se soigner. Son histoire avec Blake est en train de la tuer. D'ailleurs, celui-ci a disparu pendant plusieurs jours après son hospitalisation.
Il réapparaît à l'hôtel où Amy se repose après sa sortie. Il a les poches pleines de crack. Difficile pour elle de décrocher. Et puis, la vie sans drogue est trop triste, dit-elle. Sa famille et sa maison de disques réussissent à la convaincre de partir une nouvelle fois en cure de désintoxication. Mais Blake tient à l'accompagner. 3 jours plus tard, le couple est de retour et rechute. Ensemble. Septembre 2007, Amy est conviée à monter sur la scène du Mercury Prize, principale cérémonie musicale de Grande-Bretagne, où elle interprète « Love is a losing game ». Elle y prend du plaisir et assure le show. Son manager est rassuré. Il prévoit de nouvelles dates, imaginant que la vie en tournée, loin de Blake et des dealers, lui fera du bien. En France, Back to Black devient un phénomène. Ce soir-là, Amy doit jouer au Zénith de Paris, dans une salle pleine à craquer. Blake a encore tenu à l'accompagner, mais il n'est pas venu les mains vides. Au moment de monter sur scène, Amy fait peine à voir. Elle tient à peine debout, le regard vide. Le groupe essaie de lancer le concert. Pendant plus d'1 heure, les musiciens tentent de meubler le vide pendant qu'elle disparaît sur le côté de la scène. Rien à faire. Amy n'est pas dedans. Impossible de jouer de la guitare. Elle en oublie même les paroles de Back to Black. Novembre 2007, Blake est arrêté par la police et emprisonné pour une histoire de bagarre dans un bar. Amy sombre encore un peu plus. Elle saccage tous ses concerts en Angleterre et ne mange presque plus rien. Mais pour la première fois depuis des mois, elle est éloignée de celui qui l'attire vers le bas. C'est l'occasion ou jamais d'essayer de s'en sortir. Alors qu'elle doit se produire aux Grammy Awards 2008, elle admet publiquement qu'elle consomme des substances illégales. Son visa pour les États-Unis lui est refusé. Sa prestation est donc retransmise par satellite depuis Londres. Lors de la cérémonie, Amy gagne 5 Grammy Awards, dont meilleure nouvelle artiste, record de l'année et chanson de l'année. Elle n'en revient pas elle-même. Submergée par l'émotion, elle tombe dans les bras de ses musiciens, de son père et de sa mère. Et il ne manque plus que Blake, à qui elle n'oublie pas de dédier ses prix. Elle est la première artiste anglaise à remporter 5 Grammy Awards. L'album se vend à plus de 11 millions d'exemplaires dans le monde. Avec le succès, la vie d'Amy change radicalement. Elle devient une énorme star pour les tabloïds, en Angleterre comme en France. Tous les jours ou presque, son quotidien avec ou sans Blake, ses virées alcoolisées dans les bars de Camden ou ses frasques en tout genre peuplent les pages du Sun, du Daily Mail ou de Closer. Elle engage des gardes du corps qui ne la quittent jamais. 2009, Blake sort peu à peu de sa vie, même si elle a du mal à s'en défaire. Elle rencontre un nouvel homme. Il ne se drogue pas, il est patient. Amy s'apaise. Elle pense même à faire un enfant. Finalement, c'est peut-être son rêve, devenir mère au foyer. Soutenue par sa famille et ses médecins, Amy s'accroche et essaie d'arrêter les drogues dures. Mais elle ne peut pas tout stopper d'un coup, alors elle se réfugie encore plus dans l'alcool. Elle veut faire un 3e album avec Salaam Remi et Mark Ronson. Elle rêve d'un duo avec Nas. Amy a déjà écrit 14 chansons. Samedi 18 juin 2011 à Belgrade, un parterre de fans trépigne d'impatience. Ils sont plus de 20 000. En coulisses, elle ressent l'effervescence. Quelque part, ça lui fait du bien d'entendre tous ces gens hurler « Amy » à l'unisson. Mais ce soir, elle réalise qu'elle n'est pas en état d'assurer le concert. Elle y est peut-être allée un peu trop fort. Les gardes du corps la poussent littéralement sur scène. Elle apparaît chancelante, sous les cris et les applaudissements. Elle est fragile, dans un état second qu'on lui connaît déjà. Cette fois, Amy n'a pas le contrôle. La jeune femme de 27 ans ne tient pas debout. Amy est comme pétrifiée, incapable de chanter. On dirait une petite fille qu'on aurait forcée à monter sur scène alors qu'elle n'a rien à y faire. Elle tire sur sa robe, frotte ses bras, retire une chaussure puis une autre, histoire de ne pas avoir à supporter une paire de talons. Elle s'assoit dos tourné au public, au pied de son micro. Elle a même oublié la raison de sa présence ici. Tant pis, il y a sa troupe de musiciens à laquelle elle peut toujours se raccrocher. Elle voudrait les présenter au public, mais elle ne se souvient même plus de leur nom.
Pendant ce long concert de 90 minutes, Amy ne réussit qu'à marmonner quelques bribes de chansons, des notes qu'on reconnaît parfois sans parvenir à suivre les musiciens qui tentent de sauver le navire. Ce concert très attendu dans la capitale serbe était censé lancer une tournée européenne de 2 semaines, Rihab. À ce moment-là, personne ne se doute qu'il sera le seul de la tournée. Et surtout, le dernier de sa vie. Un mois plus tard, dans la matinée du 23 juillet 2011, Andrew Morris, son garde du corps, passe une première fois dans son appartement de Camden. Il est 10 heures du matin. Amy est dans sa chambre, encore habillée, étalée sur son lit, un ordinateur portable et 2 bouteilles vides de vodka pas très loin. Andrew pense qu'Amy dort. Pour elle, il est encore tôt. Aux alentours de 15 heures, et sans nouvelles d'elle, il revient. Il la trouve dans la même position. Andrew se penche au-dessus d'elle pour vérifier son pouls et sa respiration. Rien. Pas un souffle. Pas un battement de cœur. Il se précipite pour appeler les secours. Une fois sur place, les urgentistes ne peuvent que constater sa mort. Amy Winehouse est officiellement déclarée décédée à 16 heures. Amy a été tuée par ce que l'on nomme un stop and go. Autrement dit, une consommation massive et rapide d'alcool après une période d'abstinence. Amy n'avait pas bu pendant tout le mois précédant sa mort. Cette abstinence aurait décuplé les effets de la grande quantité d'alcool consommé. Son taux d'alcoolémie frôlait les 4 grammes par litre. La veille de sa mort, le soir du 22 juillet 2011, Amy avait rendu visite à son médecin généraliste. Elle lui avait confié ne pas avoir bu depuis le 3 juillet 2011, mais s'être remise à boire le 20 juillet, par ennui. Elle ne voulait pas mourir. Elle n'arrivait tout simplement pas à se défaire de son addiction. À son assistant, elle avait confié un jour sa hantise de mourir à 27 ans comme les autres. En prononçant ces mots, Amy avait assurément conscience qu'elle jouait avec la mort. Un peu comme si elle avait écrit son propre destin, elle s'inscrit dans la légende du Club des 27, aux côtés de Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain. Le seul club select qui ne donne pas vraiment envie. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.